cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors figurez-vous que c'est en 1974 que l'OMS avait instauré le concept de santé sexuelle, époque où on aurait pu vraiment penser que la libération sexuelle était en marche. Plus de 40 ans après, force est de constater qu'il n'en est rien et je suis bien placée pour savoir que bon nombre de personnes ne sont pas vraiment en très bonne santé sexuelle. Eh bien nous sommes avec Yves Pslati, sexothérapeute, c'est mon invité aujourd'hui et déjà il va pouvoir nous dire comment accéder à cette santé sexuelle et puis surtout ce que ça veut dire être en bonne santé sexuelle, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des relations sexuelles comme vous allez pouvoir le constater dans quelques instants, il faut aussi que ces relations sexuelles soient satisfaisantes. Alors vous imaginez bien qu'on va aborder différents sujets comme le sujet du désir, du plaisir et bien sûr de la jouissance, mais peut-être qu'on va aussi parler de notre relation à notre corps, de notre relation à notre partenaire. En tout cas, je vous invite à venir nous rejoindre. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes, vous, en bonne santé sexuelle ou pas? Notre numéro, c'est le 0826 300 300. Bonjour Yves Pslati. Merci d'être avec nous durant ces 2 heures. Bonjour Brigitte. Alors justement, vous venez de créer un site sur lequel vous évoquez la santé sexuelle et vous invitez évidemment beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine de la santé, par exemple, d'aller s'y inscrire. Alors vous pouvez nous raconter ce que c'est que ce site et pourquoi vous l'avez créé? Ce site s'appelle la FPSS, donc c'est l'association francophone de la promotion de la santé sexuelle. Pourquoi on l'a créé? Donc c'est de mettre ensemble des sexologues et des thérapeutes de couple, des psys, des médecins, tout ce que vous voulez, qui abordent la santé sexuelle, c'est-à-dire une bonne santé sexuelle, sexualité positive, genre le sexe c'est bon pour la santé, de les mettre ensemble et d'aller vers le grand public pour prêcher la bonne parole. Donc, en fait, il y a plusieurs associations de sexologues. Ces associations de sexologues, c'est se retrouver juste entre soi-même et faire des congrès et faire certains débats. Et surtout, donc, beaucoup d'associations de sexologues, le but, c'est de faire reconnaître le titre de sexologue dans le pays où ils sont. Et ici, c'est une association francophone beaucoup plus large, français, luxembourgeois, suisse, belge, canadien. Exactement. Pour prêcher la bonne parole. Arrêtez de dire prêcher la bonne parole, on a l'impression que c'est une secte, arrêtez. Alors, je précise que c'est avec votre copain, qu'on connaît bien aussi ici sur Sud Radio, Yvon Dallaire, que vous avez eu cette idée. Je précise aussi que j'ai accepté la semaine dernière d'être membre d'honneur de votre association pour promouvoir justement la santé sexuelle auprès du plus grand nombre. Merci à Philippe Bruno qui nous a rejoint aussi en tant que membre d'honneur, je crois, on peut le dire. Oui. Oui. Donc voilà. Il est inscrit, mais encore on l'a pas mis sur le site. Oui. Oui, mais bon, ça va se faire. Donc on va être, je crois qu'on va y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de choses, parce que je crois que c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'aider les gens à être dans une bonne santé sexuelle, surtout actuellement où le climat est un peu morose. Après tout, avoir une sexualité, c'est peut-être une des rares choses qui fait du plaisir et qui est gratuite. Je ne vous entends plus. Bon, je disais, faire l'amour, c'est une des rares choses qui est gratuite et qui fait du bien et qui donne du plaisir. Pour ceux qui aiment le sexe, pas pour tout le monde. Pour ceux qui n'aiment pas le sexe, c'est pas du tout le cas. Et bien justement, ceux qui n'aiment pas le sexe, on va essayer de leur faire aimer le sexe. Alors, vous avez, quand on a préparé l'émission, Yves Pslati, vous m'avez parlé de 7 points qui définissent la santé sexuelle. Alors, on va les passer en revue déjà, ces 7 points. D'abord, savoir fantasmer. D'abord, avant de passer les 7 points de la santé sexuelle, j'ai envie de passer les 7 points de la santé générale. Donc, santé générale, quand un patient va chez son médecin généraliste, il dit je fume 2 paquets, 3 paquets de cigarettes et je me vide une bouteille de whisky. Est-ce que c'est normal? Il y a rien de normal là-dessus, mais le médecin va lui dire si vous voulez maintenir une santé générale le plus loin possible dans votre vie. Santé générale, ça veut dire que vos orgasmes fonctionnent bien, qu'ils soient en bonne santé le plus loin possible dans votre vie.
tout de suite, il va parler de l'hygiène de vie. Donc, qu'est-ce que vous devez faire pour maintenir en santé tous vos organes? Donc, il va parler de 7 points. Le 7 points dont il va parler, c'est faites attention à ce que vous mangez, faites de l'activité physique, il faut vous hydrater, dormez bien, ne fumez pas beaucoup d'alcool et essayez de vous reposer chaque fois que vous pouvez, donc de vous relaxer. C'est 7 points. Le stress aussi, éviter le stress aussi, j'imagine. Éviter le stress, c'est pour ça la relaxation, tout ça est important là-dedans. Alors, ici, dans la santé sexuelle, si un patient vient, il me dit, vous savez, docteur, moi, je fais l'amour une fois par mois, je n'ai pas de fantasme, je me masturbe pas, est-ce que c'est normal? Malheureusement, en francophonie, donc c'est très francophone ça, on a appris aux sexologues à dire, oh, vous savez, en sexologie, il n'y a pas de normes. Donc, on va se cacher derrière pour ne pas mettre des complexes à l'homme ou à la femme à dire non, il n'y a pas de normes. En fait, il y a des normes. Hein. Il y a des normes, mais comme on n'ose pas le dire, on ne va pas le lui dire. Il y a des normes. Donc, s'il nous dit ça, on va lui dire, est-ce que la santé sexuelle, ça vous intéresse? S'il me pose la question, c'est quoi la santé sexuelle? C'est d'avoir donc la réponse sexuelle, du désir sexuel, du plaisir sexuel, des orgasmes avec une satisfaction sexuelle le plus loin possible dans votre vie. Pour ça, il faut que les organes, évidemment, fonctionnent bien et que vous ayez une bonne santé générale. Le plus loin possible dans votre vie de maintenir une sexualité. Alors, il va me dire, ah bon, c'est intéressant ce que vous dites. Ça m'intéresse. Que dois-je faire? Donc, en médecine générale, on donnait l'hygiène de vie et ici, on va donner les 7 points de l'hygiène sexuelle. Premier. Bien, allons-y. Premier, essayez de fantasmer beaucoup. Deuxième, essayez de vous masturber. Masturbez-vous beaucoup, ça ne rend pas sourd, ne vous en faites pas. Essayez d'avoir des relations sexuelles chaque fois que vous pouvez. Si vous n'avez pas de relations sexuelles parce qu'il n'y a pas de partenaire, rabattez-vous sur le 1 et le 2. Pourquoi? Pour maintenir une activité sexuelle, parce que sinon on se tire une balle au pied. Après un certain temps, si vous n'avez aucune activité sexuelle, c'est foutu. Hein? Donc les femmes ne vont plus avoir de lubrification, les hommes ne vont pas avoir d'érection et bonjour les douleurs. Donc il faut maintenir. Donc tous ces trois-là, ça fait partie des 3 activités sexuelles. Quatrièmement, pour améliorer votre sexualité maintenant, essayez d'améliorer votre image corporelle. Surtout pour les femmes, mais les hommes aussi. Si je n'ai pas une bonne image corporelle de moi-même, il n'y a pas de lâcher prise, il n'y a pas beaucoup d'orgasme. Cinquièmement, essayez d'érotiser le maximum partie de votre corps pour pouvoir avoir plus d'excitation. Donc tout ça, tous les 5 font partie de la sexualité. Le 6e, ça fait partie de la psychologie, c'est-à-dire essayer d'avoir de l'estime de vous et de la confiance en vous. C'est-à-dire que nous, quand on voit qu'un patient a un problème à ce niveau-là, on va l'envoyer chez le psy qui a des outils, il faut des outils, qui va donner à notre patient des outils pour améliorer son image corporelle, pour améliorer son estime de soi et son confiance en soi. Et le 7e, si on vit en couple, essayez de vivre en couple heureux. Donc, quand on prend en thérapie conjugale les gens avec nous, pour améliorer le couple, c'est-à-dire de couple malheureux devenir de couple heureux, qu'est-ce qu'on va leur apprendre? 3 choses on va leur apprendre. À parler d'abord. Deuxièmement, à se disputer. Se disputer, c'est un art, ART. Et troisièmement, à faire la paix le plus vite possible. Donc tous ces 7 items que je viens de citer sont partis pour améliorer et maintenir pendant longtemps la bonne santé sexuelle. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, Brigitte. Je pense que c'est très clair, sauf que évidemment c'est pas si simple parce qu'avoir une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, une belle image corporelle, on sait que c'est très compliqué, notamment pour les femmes. Est-ce que c'est pour ça que les femmes ont souvent moins d'attrait pour la sexualité, ou est-ce que c'est finalement quelque chose de plus culturel, souvent, ou à cause de l'absence de moins de testostérone? Qu'est-ce que vous diriez? Le désir sexuel, la première raison, que ce soit l'homme ou la femme, qui n'ont pas de désir sexuel, c'est pas parce qu'ils ont été violés, violentés, agressés ou bien image corporelle. La première de loin, la première raison d'avoir un manque de désir sexuel, c'est le non-investissement à la sexualité. Ça ne les intéresse pas. Ils sont pas curieux. Ils sont pas motivés.
Peut-être qu'ils ont été violés, tout ça, mais dans la majorité des cas, ce n'est pas du tout ça. C'est le manque de curiosité d'aller vers aimer. Aimer, c'est aller vers aimer la sexualité. Donc ça ne les intéresse pas. Ils ont goûté 1 ou 2 fois, ou bien 5 fois, et puis à un moment donné, ils abandonnent parce qu'ils n'arrivent pas à prendre le plaisir dont ils s'attendent et ils n'arrivent pas à avoir d'orgasme. C'est comme quelqu'un qui boit, donc on peut faire avec l'œnologie, il aime bien, il boit 1 ou 2 fois, il boit 10 fois, 20 fois, et puis tout. Il n'aime pas ça. Ça ne l'intéresse pas. Il ne prend pas le goût, les papilles gustatives ne sont pas développées. Il ne prend pas. Et à un moment donné, il décide, basta, moi c'est fini, ne me donnez plus à boire, je ne vais pas boire. C'est son droit. Le sexe, c'est exactement la même chose. Les personnes ont fait, mais ils n'ont pas pris de plaisir et ils abandonnent. Alors, quels seraient les dangers, Yves Platy, si on est en mauvaise santé sexuelle? Qu'est-ce que vous diriez? Il n'y a aucun danger. On ne meurt pas de ça. C'est pas la seule différence avec la santé générale, c'est qu'on ne meurt pas de ça. Mais si on est en couple et que l'un a une bonne santé sexuelle et l'autre qui a une mauvaise santé sexuelle, qu'est-ce qu'on va dire? Le couple, il est mal assorti. Alors, il faut voir qu'est-ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que chacun va mettre en place pour améliorer ce couple-là, pour qu'il soit un couple assorti. C'est pas à moi de dire, hein. C'est à eux de trouver la solution. Ils vont venir chez le sexologue va leur donner des outils, il va leur expliquer comment il faut faire. Alors il faut voir s'ils vont mordre là-dedans. S'ils vont se mettre au travail ou s'ils vont attendre que ça passe et que ça vienne tout seul. Bon, en tout cas, on va essayer durant ces 2 heures de voir si vous êtes en bonne santé sexuelle. N'hésitez pas, même si la sexualité vous intéresse pas et que vous avez peut-être envie de comprendre pourquoi ça vous intéresse pas, vous nous appelez au 0826 300 300 et on essaiera de creuser avec vous quels sont les blocages qui font que la sexualité ne vous intéresse pas. Et puis restez à l'écoute puisque aujourd'hui encore, nous allons jouer au grand sapin de Noël, un moment ou un autre durant ces 2 heures. Allez, une petite pause, Yves Platy, on se retrouve tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous aimerions tous être en bonne santé. Eh bien, pourquoi pas être tous en bonne santé sexuelle? C'est un peu le défi que nous lance Yves Platy, qui est avec nous, sexothérapeute. Alors, Yves Platy, c'est formidable parce qu'on va démarrer avec un couple qui vont être tous les deux en l'antenne. C'est Sarah et Alexandre. Bonjour à Sarah, bonjour à Alexandre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est... Bonjour Sarah. Ce qui est intéressant, c'est Alexandre qui n'a pas de désir. Et donc votre sexualité à tous les deux, elle est assez faible. Sarah, qu'est-ce que vous en diriez? Puis Alexandre, vous avez également la parole. N'hésitez pas à parler l'un et l'autre. Yves Platy vous écoute et on verra ce qu'on peut faire. Merci. Qui est-ce qui veut commencer? Alors, allez, Sarah. Allez, Sarah, on vous écoute. Moi, je préfère que ce soit monsieur. Allez. Alors, c'est Alexandre qui commence. Bon, Alexandre, qu'est-ce que vous nous dites alors? Oui, bonjour. Eh bien, en fait, donc ça fait 5 ans qu'on est mariés. On a toujours une... comment dire? J'ai rencontré ma femme, elle n'avait pas de sexualité à l'époque. Moi, j'avais déjà eu des histoires auparavant où j'étais resté quelques années avec une personne. Et donc, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais disons que je pense qu'au départ, je l'ai mal orienté au niveau sexuel. Il y a eu quelque chose dans ma vie qui a fait pas très impliqué, puis ça a duré. Et comme j'ai noté un peu de votre invité, M. Platy, c'est ça? Oui, absolument. Allô? Oui, voilà. Ça, voilà. Je me suis pas occupé de mon couple. Voilà. Donc là, on arrive sur on va dire un âge on approche la cinquantaine. Donc on se retrouve un petit peu là. Alors les enfants sont un peu plus grands, mais ça n'a rien. Je pense qu'ils ont rien à voir. Mais je me suis pas occupé de mon couple et donc là ma femme m'a surpris un peu et donc elle m'a dit bon écoute, dans 5 minutes on passe à l'antenne. Donc pourquoi pas, parce que on est non, je suis motivé, j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie de la rendre heureuse, mais je pense que vous disiez il y a juste précédemment avant la pub, voilà, il faut de la curiosité, de l'investissement et puis être guidé quand on n'a pas la recette par un professionnel. Je pense que ce serait une première étape à mon avis, parce que elle est en demande en fait et moi on va dire que une fois, 2 fois par semaine, ça me suffit.
Bah, mais vous faites l'amour 1 ou 2 fois par semaine déjà? Non. Ça a très mal débuté notre histoire. C'était beaucoup plus. Bon, c'était peut-être 1 fois tous les 2-3 mois à une époque. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, aujourd'hui, vous faites l'amour combien de fois par mois, par exemple? C'est très aléatoire. Sur une année, c'est très aléatoire. Alors, combien de fois par an alors? Je sais pas, là, par exemple, au mois de septembre, ça pouvait être, par exemple, 2 fois par jour, comme au mois d'octobre, 2-3 fois dans le mois. Mais c'est très aléatoire. D'accord, mais enfin, on a l'impression quand même, Yves Psati, que c'est pas mort. Ben oui, c'est pas mort, c'est pas 2 ou 3 fois sur l'année, quoi. C'était ça la question. Oui, non, En fait, c'est on a par mois, votre antenne. Non, on a votre antenne, donc pour nous, c'est déjà positif, en tout cas pour moi. Oui, Sarah, allez-y. Moi, après, Bonjour Brigitte, bonjour docteur. Bonjour. En fait, on peut faire là ces derniers mois, ces dernières années, ça a été, surtout ces 2 dernières années, ça a été 1 fois par mois, mais après des disputes. Sur le sujet en tout cas. Oui, c'est-à-dire que vous êtes obligé de râler un peu pour arriver à vos fins. Oui, on peut dire si ça. On peut dire, si on peut dire. Mais ça devient dégradant pour moi en fait. Donc, je le vis. Vous le vivez pas bien. Mais Alexandre, ce qui est étonnant, donc j'ai bien compris, vous n'éprouvez pas le besoin de faire l'amour, hein, vous n'avez pas de désir au sens large du terme. Mais est-ce que vous vous masturbez quand même de temps en temps? Et est-ce que quand elle vous saute dessus, quand elle vous oblige à avoir un rapport, est-ce que vous avez du plaisir? Oui, j'ai du plaisir. Alors déjà, c'est pas une obligation pour moi, je le vois pas du tout comme ça. Seulement, j'ai pas envie, j'ai pas le désir, et donc du coup, j'y pense pas. Après une journée de boulot, voilà, on fait nos tâches quotidiennes, et puis voilà, quand je vais coucher, quoi, sans savoir si elle avait besoin ou pas. Après, non, il n'y a pas d'obligation. Oui, je prends du plaisir, oui, beaucoup. J'ai pas noté le début de votre question, par contre. Est-ce que vous on va revenir, c'est une belle question. Allez-y, Yves, je vous en prie. La question, c'est, on a 3 activités sexuelles. Hein. On a le fantasme, la masturbation et la relation sexuelle. Donc, il y a un patient qui vient chez moi, il dit, sa femme, donc prenons un couple, hein, prenons le couple, ne pas parler de vous, prenons le couple Michel et Micheline. Hein. Alors Micheline va se plaindre en disant, on ne fait pas suffisamment l'amour. Et parce que Michel n'a pas de désir, et Michel, on va lui demander, est-ce que tu as du désir? Non, j'ai pas de désir. Alors moi, je veux savoir quel type de désir il n'a pas. Parce que le traitement qu'on va faire va dépendre de ça. Disons que 2 cas de figure. Michel, il a plein de fantasmes tous les jours, il se masturbe très régulièrement, il ne fait pas l'amour à sa Micheline. Il n'a aucun problème de désir sexuel. Donc, dans ce cas de figure, on va faire une thérapie de couple. Donc, de voir pourquoi il ne fait pas. C'est le couple qui ne va pas, parce que je explique tout ça. On va plus se braquer sur la thérapie de couple que sur la sexualité de Michel, puisqu'il n'a aucun problème, Michel. Donc, et puis, qu'est-ce que ça lui rapporte, la masturbation, versus le rapport sexuel? Donc, on va essayer de voir ça. Par contre, 2e cas de figure. Michel, il vient. Il n'a pas de fantasme, il ne se masturbe pas beaucoup et il ne fait pas beaucoup l'amour. Là, on va prendre en charge le Michel, la sexualité de Michel, pour lui faire augmenter sa libido. Alors là, malheureusement, il y a toujours les mêmes outils qu'on va utiliser. On va travailler surtout sur la sexualité personnelle de Michel. Donc, on va lui faire augmenter la libido. On va l'entraîner à avoir des fantasmes, d'entrer dans des fantasmes, de se masturber, pour qu'il augmente sa libido et qu'il le mette, cette libido augmentée, au service du couple. Donc, c'est comme ça qu'on va travailler. Oui, donc si on comprend bien, Alexandre, vous vous reconnaissez plutôt dans le 2e cas qu'a décrit Yves Psati. Oui, tout à fait. Oui, là, sur 25 ans, on va dire même. Il y a eu les 2 cas pour moi.
Il y a eu les deux cas pour vous. Alors, Bon, alors on va, excusez-moi Yves Pslati, on va faire une petite pause parce que c'est le moment de faire la pause tout simplement et on va retrouver Alexandre et Sarah parce que là on est vraiment dans un cas très fréquent, hein, un des deux qui a plus de désir que l'autre, on ne sait pas trop pourquoi il n'a pas de désir. On se retrouve tous dans un instant et puis on aura également Philippe Hoffman qui nous aura rejoint pour la Sexy News. Votre opticien. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Yves Pslati que nous évoquons la santé sexuelle. Alors Yves Pslati, on est vraiment avec un cas d'école, hein, si je puis dire, c'est-à-dire un couple, Sarah, Alexandre. Sarah, elle a visiblement pas de problème, elle est dans la sexualité positive. Et puis Alexandre, c'est un petit peu les montagnes russes, hein, de temps en temps, mais pas toujours, et on ne sait pas trop pourquoi. Ce qui est intéressant, Sarah, c'est que vous n'aviez pas l'air d'être d'accord avec la réponse qu'Alexandre faisait à Yves Pslati. Oui, en fait, on était dans les deux cas. Je sais pas que j'étais pas d'accord, mais je trouvais qu'il était dans les deux cas en fait. C'est-à-dire quand je l'ai rencontré, quand on s'est même marié, quand on vivait sous le même toit, il se masturbait en fait. Et donc beaucoup, et donc il n'avait pas de relation avec moi. Et je pensais que c'était normal en fait, et puis là ces dernières années après les deux. Les deux, c'est-à-dire qui se masturbaient tout en ayant des relations avec vous, et depuis ils se masturbent pas, c'est ça que vous voulez dire? Ça, après, il faudrait lui poser la question, maintenant je le vois plus. C'est qu'avant je trouvais pas mal de t-shirts dans la salle de bain ou dans la chambre. Donc ça, c'était les premières années, il y a 20 ans, quoi. Je trouvais ça déplacé, en fait, vis-à-vis de moi, et que je voyais pas l'intérêt de ce mariage. Et maintenant, vous pensez qu'il a vraiment un problème sexuel grave, c'est-à-dire, en fait, pour nous, ce qui est intéressant, comment on va le prendre en charge, hein? Donc, s'il va chez le sexologue, d'abord, il voudrait savoir s'il n'y a pas un problème organique, ou bien si c'est psychogène. Alors, ici, on va lui poser deux questions. Ici, vraisemblablement, il a un problème, probablement, d'après ce que j'ai compris, un problème de désir sexuel général, hein, non pas vis-à-vis de vous, mais sur sa sexualité aussi. Et deuxièmement, on va lui poser surtout beaucoup de questions sur son érection, sur la qualité de son érection. S'il n'a pas de bonnes érections, s'il n'a pas d'érection nocturne, matinale, et ses érections ne sont pas fameuses, il a un manque de désir sexuel. Tout de suite, première chose qu'on demande, c'est de faire un check-up, mais de doser le taux de testostérone. Et en plus, s'il dit, même quand je fais l'amour et que je prends les médicaments, genre Cialis, Viagra, Levitra, Spedra, et encore ça ne marche pas, sûrement on va lui demander d'aller checker son taux de testostérone. Parce que quand le taux de testostérone est bas, les médicaments ne fonctionnent pas. Donc, il doit avoir une supplémentation de testostérone qui va durer quand même 3 mois, hein, avant de se stabiliser. Hein. Même les médicaments ne vont pas fonctionner dès que il prend de la testostérone. Il faut quand même attendre 3 mois. Donc, il faut voir si c'est un problème organique. S'il vous plaît? C'est pas le cas. Il a fait des tests, c'est pas le cas. Il a fait des tests, c'est pas le cas. Au-dessus de la moyenne. Vous êtes au-dessus de la moyenne. Okay. Bon, donc. Mais moi j'ai quand même, comme ça. Non, mais toutes les infos sont là. Oui. Non, mais Alexandre, intuitivement comme ça, j'ai quand même l'impression que vous avez un peu idéalisé Sarah et que c'est ça qui bloque votre désir, parce que vous avez eu une sexualité avant elle qui semblait tout à fait correcte. C'est ça, oui. Hein? Donc la question serait au départ. Oui. Au début, quand vous étiez ensemble, pourquoi vous masturbiez beaucoup plus que de rapports sexuels? Donc c'est ça qu'il faut creuser d'abord. Qu'est-ce que vous attendez dans la masturbation qui ne vous donne pas dans la sexualité? Pourquoi vous faites une différence comme ça, que apparemment la masturbation est meilleure pour vous que le rapport sexuel? Pourquoi? Mais je crois pas, je dirais même pas ça, moi, personnellement, je pense, Yves Pslati, mais là, encore une fois, c'est totalement intuitif ce que je dis. Je pense, Alexandre, que bousculer votre femme pour la baiser, c'était quelque chose d'un peu compliqué pour vous. Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Hein, c'est ça, En fait, c'est ça. les deux, tous les deux, vous avez raison en fait. Alors, parce qu'il y a deux époques différentes. Sur 25 ans, M. Stati a tout à fait raison Bien sur sûr, le début. bien sûr. Et on est plus dans ce que vous, intuitivement, ce que vous venez d'expliquer. C'est ça aujourd'hui. Voilà, il y a 25 ans qui sont passés derrière, des problèmes comme tout le monde et ainsi de suite. Donc du coup, il y a un manque d'assurance, de confiance aussi, et puis pas d'investissement du tout de ma part, c'est vrai. Mais bon, Ouais. aujourd'hui, ça sera certainement le premier pas. Oui, et puis après, ça s'est inscrit comme ça. On sait aussi qu'il y a il y a tout un phénomène cognitif qui se met en place. Et puis, maintenant, c'est vraiment compliqué. Donc, dans votre cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut peut-être instaurer un jeu de rôle. Enfin, faut peut-être, faut réveiller la bête qui est en vous. Qu'est-ce que vous Moi, je ne diriez? m'assure plus du tout, par contre, là, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, arriver à une chose ludique, à une sexualité ludique, et ici commencer déjà par un rapprochement physique, c'est-à-dire par des massages massages sur le corps nu. Commencer à prendre des bains ensemble, par exemple, hein, de vous laver ensemble, d'être souvent déshabillé. Bon, maintenant, vous allez dire, il fait froid dans les maisons, hein, puis avec la crise économique, on n'allume pas le chauffage, tout ça. On peut être cul nu et un col roulé. Mais il fait tout ça, les massages, mais il va s'arrêter au rein, en fait. Après, il va pas plus bas. Oh. Mais il faut être explorateur, Alexandre. Enfin, Alexandre, est-ce que vous mettez la pression? C'est encore plus frustrant. Est-ce que c'est mal la pression? C'est-à-dire que dès qu'il va caresser, est-ce que vous êtes en train de penser que si je la caresse, elle voudra aller plus loin, elle voudra plus de choses que moi, et vous entrez dans l'angoisse de performance? Est-ce que c'est votre cas? Non, je suis pas dans la performance, non. Non, c'est parce que j'ai pas le désir sur le moment. Souvent, c'est c'est pas dans le jeu de l'amour à ce moment-là ou pour faire l'amour, le massage. Vous êtes tendre, ça c'est pas le problème. Soit ça va être de la tendresse, soit ça va être thérapeutique, voilà, pour nous soulager le dos, des choses comme ça. Mais alors, je vais vous donner un truc. Alors, puisque spontané, ça ne marche pas, il faut programmer. Donc, les gens ils disent, on ne va pas programmer une relation sexuelle. Mais si, que vous allez programmer. Alors, vous allez programmer, vous allez dire, voilà, dans 1 heure, qu'est-ce que tu en dis? On va avoir une relation sexuelle. Et vous vous préparez. Vous allez vous laver, vous allez vous habiller, ou bien vous voulez voir un film porno entre-temps, pour augmenter le désir sexuel pendant 1 heure, lire, ou je ne sais pas moi, rentrer dans un fantasme, c'est très bien les fantasmes, et 1 heure après, rendez-vous. Bien propre, bien habillé, et voilà, ça marche. Donc, parce que les gens ils disent, mais ça va pas, non, ça doit être spontané. Mon œil spontané, ça ne fonctionne pas. Donc, vous voyez bien que ça fait des années que le système ne fonctionne pas. Donc, il faut changer quelque chose, du spontané à programmer. Et programmer, c'est-à-dire on se donne 1 heure et on se prépare. Ordonnance de Yves Slatier et de Brigitte Lahaye, Sarah et Alexandre, vous programmez des rendez-vous sexuels tous les... Allez, on va commencer par tous les 5 jours, hein? Ouais, c'est bien. D'accord. Mais il en a programmé un hier, mais il ne s'est rien passé. Il m'a envoyé un petit texto pour se retrouver ce soir, mais il ne s'est rien passé. S'il n'est pas rentré dans un fantasme, s'il n'a pas fait ce qu'on vient de lui dire, c'est normal que s'il a lu le journal, il a regardé le foot hier soir, c'est normal que le soir, après ça... Oui, mais il faut, Alexandre, soit un petit peu faire fonctionner votre fantasmatique, certes, et puis sinon, vous vous masturbez un peu pour avoir une érection, et puis si vous avez une érection, vous pouvez en faire quelque chose. Allez, au boulot. Tout à fait, oui, je t'accorde. Au boulot, merci pour tous ces conseils. Je vous en prie, merci surtout à vous, parce que c'était intéressant justement d'avoir le couple, parce qu'on voit bien que c'est quand même tellement important dans un couple de bien avoir une sexualité, parce que c'est quand même ça qui cimente le couple, je ne cesserai de le répéter. Et ça passe par le dialogue. C'est super. Absolument. Merci à vous, Alexandre, merci à vous. Je suis sûre que vous allez y arriver. On continue avec notre Sexy News. Philippe Hoffman, les ados. Les ados, ça va, ils ont tout ce qu'il faut comme testostérone. Bonjour Philippe. Bonjour, bien sûr. Et puis on va continuer sur la rubrique que j'avais commencé la semaine dernière sur les collégiens, vous vous souvenez, qui amorçaient leur sexualité. Et là, je vais vous parler des lycéens, donc à partir de 15-16 ans.
qui s'achemine vers une sexualité d'adulte. Bon, la semaine dernière, je vous avais dit comment il fallait 4 années de collège pour préparer progressivement les jeunes au grand saut. Il y avait d'abord les maladresses, les bousculades, des fantasmes crus, des recherches d'identité sexuelle, un premier baiser, des petits attouchements. Et puis, voilà l'affaire du lycée, les 15 ans, les 16 ans, ou les 17 ans, parce que parfois on attend 17 ans. C'est parti. Donc à ce moment-là, ils sont prêts, pour la plupart d'entre eux, mais leur psychisme, il est encore un peu douteux. C'est pas toujours si simple. En plus, même s'il y a une apparente libération des mœurs et une plus grande tolérance pour les orientations sexuelles, les stéréotypes sexuels, ils persistent bien. En fait, les filles, elles rêvent toujours du prince charmant et les garçons, ils rêvent toujours d'y arriver. La plupart des filles, elles sont, on va dire, elles sont davantage prêtes que les garçons. Mais elles sont quand même, techniquement, elles sont pas tout à fait au point. Elles voudraient bien savoir comment on fait l'amour, si ça va rentrer, si elles auront mal. Elles ont peur de l'inconnu, quoi. Elles appréhendent une absence de jouissance. Elles se demandent si elles sauront faire face aux attentes du garçon. Alors elles en parlent avec leurs copines qui les rassurent, ou bien certaines d'entre elles les inquiètent en disant tu vas voir, ça va être dur. C'est pas terrible. Mais elles restent en fait un peu dubitatives tant qu'elles n'ont pas franchi le pas. Et puis il y a aussi des interdits dans leur tête, des interdits sociaux, psychiques, religieux. Donc tout ça, ça freine un peu leur désir sexuel. Et puis à l'école, on leur a beaucoup parlé, vous savez, des risques d'IST, d'infections sexuellement transmissibles, de grossesse non désirée. Enfin, on leur a pas beaucoup parlé d'amour et de préliminaires. Et de plaisir, ça c'est clair, oui. Et de plaisir. Alors, beaucoup d'entre elles vont s'aventurer comme ça. Elles n'ont pas de contraceptif, la plupart d'entre elles d'ailleurs, à 15-16 ans. Elles pensent au préservatif, d'ailleurs, qu'elles abandonneront vite fait une fois qu'elles seront amoureuses et qu'elles feront confiance à leur partenaire. Et donc, la première fois, c'est rempli de plein d'attentes infinies, mais aussi de craintes, conscientes et inconscientes. C'est pourquoi on n'en garde pas un souvenir formidable. Souvent, c'est à la fois la maladresse, l'empressement, la tension qui l'emporte sur toute la sensualité. Mais c'est qu'une première étape. Au fil des rencontres, les corps vont se connaître mieux, les zones érogènes vont se déclarer plus amplifiées, on va pouvoir s'y mettre vraiment, le désir va mûrir. On connaît mieux son corps, tout simplement. Voilà, c'est petit à petit, toutes les choses se mettent en place et en fait, la jeune fille va se transformer en jeune femme. Alors, il y a une petite chose que je voudrais dire quand même qui est particulière chez les jeunes femmes, c'est que il y en a certaines, pas mal d'ailleurs, qui choisissent des partenaires beaucoup plus âgés qu'elles pour des premières expériences. Et on pourrait dire voilà, c'est parce qu'elles ont envie d'hommes qui ont une certaine expérience, qui vont leur apprendre ce que c'est que la sensualité, etc. Mais c'est pas si simple que ça. En fait, c'est un résidu des sentiments oedipiens, toujours présents. Vous savez, l'histoire de faire l'amour avec son formidable papa, c'est un désir très interdit, très cru, mais on trouve une issue agréable en ayant des relations sexuelles avec des hommes qui ont 10 à 15 ans de plus. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le demi-Oedipe. Et du coup, ça permet effectivement d'expérimenter l'amour physique d'une autre manière. Mais ça laisse sur le carreau beaucoup de garçons de 15 à 18 ans qui n'ont pas de partenaire et qui sont souvent contraints d'aller draguer les jeunes collégiennes. Alors justement, les garçons, et je finirai là-dessus, eux, vous savez, ils affichent surtout à l'adolescence, toujours leur image de façade de petits guerriers virils, blindés d'images porno. Mais en fait, ils sont moins prêts que les filles. Ils ont peur des pannes d'érection, de leur excitation mal contrôlée, qu'ils aient une éjaculation trop rapide. Et puis surtout, ils ont peur d'avoir un sexe trop petit. Ils friment un peu en jouant les connaisseurs du Kama Sutra.
mais en fait, ils se demandent très souvent quel orifice ils vont choisir pour avoir du plaisir. Et quand la rencontre intime va arriver, il n'y aura pas beaucoup de préliminaires, ils iront vite fait, mal fait des fois, trop d'excitation, une éjaculation trop rapide. Alors ils seront peut-être un peu déçus, il y en a même qui penseront qu'ils seront pas à la hauteur, mais faut les rassurer, ça fait des années qu'ils attendent et qu'ils se masturbent, comme on le disait votre auditeur précédent. Donc là encore, il faudra du temps, des essais multiples et surtout une bonne dose de sentiments authentiques pour se sentir à l'aise. Merci Philippe Hoffman. Alors Yves Psati, c'est vrai, hein, on pourrait imaginer que si il y avait à l'école une éducation à la sexualité un peu plus basée sur la compréhension du plaisir, etc., on aurait des ados peut-être moins stressés, moins angoissés lors des premières relations sexuelles, non? Évidemment. Question d'éducation. Une éducation, c'est quoi? Pourquoi on reçoit? Quand un prof va donner une éducation, prenons œnologie, un prof d'œnologie qui va donner un cours d'œnologie à son élève qui est en face de lui. C'est quoi son but? C'est de faire aimer le vin, à son étudiant. Le sport, c'est la même chose. Le cinéma, qu'on va donner un cours de cinéma, c'est pour faire aimer. Gastronomie, c'est pour faire aimer. C'est le seul domaine où je ne sais pas pourquoi, quand on parle d'éducation sexuelle, quand un prof vient, moi je suis éducateur sexuel, je le regarde dans les yeux. Qu'est-ce que tu as fait pour que ton élève aime le sexe? Éducation, c'est faire aimer quelque chose à l'autre. Qu'est-ce que tu as mis en place pour que ton élève, parce que quand tu as parlé consentement, viol, violence sexuelle, quand tu as parlé des IST, quand tu as parlé de la contraception, tout ça, tu es sûr que ton élève va aimer le sexe? Un cours d'éducation. La raison, c'est quoi? Donc, la raison est facile. Le cours d'éducation sexuelle est donné par qui? Par les sexophobes. Ce sont les sexos. Les lois sont faites par les sexophobes. Les cours d'éducation, tout est fait par les sexophobes. Le but, c'est de ne pas faire aimer le sexe aux gens. Je crois que c'est ça qui va changer. Donc, c'est pour ça. Donc, je ne sais pas, peut-être monsieur Hoffman, ça pourrait aussi l'intéresser. Mais vous autres, Brigitte Lahaye, notre but, c'est ça. Notre but dans la santé sexuelle, donc dans cette association AFPSS.EU, c'est de mettre en place une éducation sexuelle pour faire aimer le sexe aux autres. C'est tout. Absolument. Et on va s'y atteler. N'est-ce pas, Philippe Hoffman? Oui, tout à fait. Moi, je suis complètement d'accord. Le projet vous intéresse? Oui, pourquoi pas. Oui, je pourrais vous contacter. Voilà. Eh bien, rentrez dans le club des sexophobes dans le club contre les sexophiles, allez. Oui, pardon. Voilà, des sexophiles, ouais. Merci Philippe Hoffman. Voilà. En tout cas, on vous retrouve la semaine prochaine, évidemment, toujours pour nous éclairer sur les ados. Tout de suite, on fait une petite pause et c'est Emmanuel qui nous rejoint. La sexualité du couple après une infidélité. Ça aussi, c'est intéressant à décoder avec Yves Psati qui est avec nous. Et si vous avez envie des conseils très éclairés et toujours très grands, très simples de Yves Psati, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Votre santé, bougez plus. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. C'est en compagnie de Yves Psati qu'on parle de santé sexuelle. Je rappelle que Yves Psati a créé ce site afpss.eu. Allez voir si ça vous intéresse et vous comprendrez mieux de quoi on parle quand on parle de santé sexuelle. Emmanuel est avec nous maintenant. Alors c'est intéressant, Emmanuel, parce que votre couple a traversé la crise de l'infidélité il y a 3 ans. Oui. Curieusement, vous avez du désir et c'est votre mari qui a perdu le désir, c'est ça? Oui, enfin, on a très peu de relations sexuelles depuis cet événement. Et je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe parce que moi je vais proposer peut-être d'aller voir un spécialiste pour la sexualité, de voir également un psychologue du couple évidemment parce qu'avec ce qui s'était passé c'était important, donc il a accepté le psychologue du couple pour 3-4 séances et puis après il a décidé d'arrêter considérant que tout était rentré dans l'ordre pour sa part, même si il savait que pour moi ce n'était pas le cas.
Et par contre, en ce qui concerne le côté médical, je lui avais proposé de voir un spécialiste pour voir un peu ce qui pouvait être mis en place. Et lui s'y refuse catégoriquement. Voilà, donc c'est vrai que... Attendez un moment, s'il vous plaît, un moment. Qui a été infidèle, vous ou lui? C'est lui qui a été infidèle. Ok. Oui. En tout cas, vous êtes restés ensemble, ce qui laisse à penser qu'il y a de l'amour et qu'il n'a pas envie de vous perdre. Bah, c'est ce qu'il me dit, hein, c'est sûr. Oui, mais je le crois. Voilà. Je vois pas pourquoi il serait resté avec vous aussi. Ce qui est possible. Et je vois toujours cette personne, hein, ceci dit. Pour des raisons professionnelles ou Alors, c'est devenu, d'après ce qu'il me dit, une amie, rien qu'une amie. Mais finalement, c'est vrai que quand je vois la sexualité que nous avons et que je sais qu'ils avaient des relations intimes régulières, toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, et ça pendant au moins 3 ans, c'est-à-dire avant que je ne découvre le poteau rose. J'ai des doutes et en même temps, lui m'a avoué que lorsqu'il avait des relations avec cette femme, il n'était pas pleinement satisfait parce que elle ne faisait pas certaines choses qui pour lui sont indispensables pour retrouver du plaisir à cet axe-là. Donc, alors qu'avec moi, il les trouve. Donc, c'est assez étrange parce que finalement. Et votre sexualité pendant cette infidélité et avant, elle était correcte. Alors, pendant l'infidélité, pendant les 3 ans, elle était quasi nulle. Moi, j'ai alerté à plusieurs reprises mon mari parce que je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans notre couple, mais je ne pensais pas que ça avait été jusque-là. C'est vrai que on est ensemble depuis très longtemps puisque moi, j'ai rencontré mon mari, j'avais 17 ans. Et on ne s'est jamais quitté depuis l'âge de 17 ans et j'ai 62 ans aujourd'hui. Et lui, 63. Voilà. Donc, j'ai vraiment fait une entière confiance à mon mari, d'autant plus que le métier qu'il a l'amène à être en contact avec beaucoup de gens, puisque c'est un métier artistique. Et de ce fait-là, si je devais me prendre la tête, c'est dès le départ, et je n'aurais pas vécu une vie saine et amoureuse et épanouie dans mon couple en ayant toujours une perspective dramatique de ce côté-là. Donc, j'ai toujours fait confiance à mon mari. C'est vrai que comme je vous disais, la période a été délicate et difficile et qu'il était avec une tierce personne, moi je lui faisais confiance, je me disais c'est dans le couple, il y a quelque chose qui ne va pas, mais à force, il va bien finir par me dire ce qui ne va pas et on va pouvoir arranger les choses. Et puis finalement, c'est la découverte qui a fait que j'ai découvert en fait cette infidélité. Et comment vous vivez le fait qu'il continue à voir cette femme, vous? Très mal. Bah oui. Très mal, mais en même temps, je me suis dit que, en fait, la reconstruction, elle passe aussi par la confiance. À ce titre-là, si je décidais moi aussi de rester avec lui, il fallait que je puisse lui faire confiance. Donc je me suis dit, à partir de cet instant-là, je la positionne comme quelqu'un, comme son amie. Ok. Elle est venue à plusieurs reprises chez nous, je suis allée à plusieurs reprises chez elle, et voilà, les choses sont ce qu'elles sont. C'est plus moi qui ai du mal à accepter cette situation, mais je me dis, il faut que je passe par là pour pouvoir avancer. Bah écoutez, bravo déjà, vous faites preuve de beaucoup de force quand même de caractère, parce que c'est pas si simple d'arriver à dépasser tout ça. Et c'est bien de refaire confiance, mais il faut peut-être là dans votre histoire, moi j'ai quand même l'impression que c'est lui qui doit aller consulter. Je dirais même presque qu'il doit y aller seul, parce qu'il y a certainement des choses qu'il a à comprendre et qu'il pourra peut-être pas comprendre si vous êtes là, parce qu'il y a des questions que pourrait poser le sexothérapeute qui serait dérangeante par rapport à ce qu'il a à répondre. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Yves Pslati? D'abord, il doit consulter. Oui, il doit consulter. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi pendant 3 ans, il a eu une vie parallèle. Le Michel, donc il est avec sa Micheline, et il a eu une vie parallèle avec Joséphine. Pourquoi il n'a pas continué à faire l'amour avec sa Micheline? Ça, c'est la première question qu'on va lui poser. Mais ici, la confiance, je ne suis pas du tout sûr que la confiance est revenue,
du côté de la Micheline que nous avons ici avec nous au téléphone. C'est-à-dire que quand il y a infidélité, il y a 3 étapes. Hein. On va revenir, Yves Pslati, sur les 3 étapes de l'infidélité, parce qu'en effet, ça concerne évidemment beaucoup d'auditeurs. Emmanuel, vous restez avec nous parce que je pense que vous avez aussi besoin d'entendre quelques conseils qu'on va pouvoir vous donner. On se retrouve tout de suite après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Yves Pslati, on essaye de vous aider à avoir une meilleure santé sexuelle. Ce qu'on n'a peut-être pas dit, mais le témoignage d'Emmanuel nous le prouve. C'est vrai que dans un couple, lorsqu'il y a une épreuve à traverser, ça a un impact toujours sur la santé sexuelle du couple, évidemment. Alors, vous étiez en train de nous dire que dans une infidélité, Yves Pslati, il y a 3 étapes. Je vous redonne la parole. D'abord, dès qu'on découvre donc la règle, dès qu'on découvre l'infidélité, il faut tout de suite aller consulter. Donc, il ne faut pas discuter entre vous-même parce que vous allez poser trop de questions et après ça, vous ne saurez pas vous débrouiller avec des réponses. Donc, on ne pose pas des questions si on ne sait pas recevoir des réponses. Donc, on va apprendre aux gens à être un tout petit peu logique. Et puis, il y a 3 étapes. Donc, la première étape, c'est celle qui dure longtemps, ça dure plusieurs mois, c'est la phase de deuil. Donc, la personne qui est trompée, disons ici, on prend le cas où Michel a trompé Micheline. Micheline doit faire le deuil. Le deuil de quoi? De la fidélité déjà. Hein. Ça c'est foutu. Hein. Le restant de leur relation, ça va être foutu. Et Michel, s'il a une Joséphine et qu'il continue à avoir la Joséphine, il doit faire le deuil de la Joséphine. Et ça va dépendre de la règle qu'ils vont mettre ensemble. Soit ils vont se dire, soit Micheline va dire, toi et Joséphine, c'est terminé, soit il y a une porte ouverte qui pourrait continuer leur relation. Donc le deuil, la phase de deuil, c'est le temps qui va aider, c'est d'en faire de Michel et Micheline un nouveau couple. Et c'est pour ça qu'on doit discuter, on va faire une thérapie de couple. Qu'est-ce qui n'a pas été? Pourquoi Micheline a été voir ailleurs? Est-ce qu'il avait des bonnes raisons pour aller voir ailleurs ou pas? Ou bien tout le couple allait bien, c'est par curiosité qu'il est allé, pourquoi il continue. Donc on va essayer de voir, et surtout ce qui est important pour nous autres, c'est Michel, qu'est-ce qu'il a fait avec la Joséphine? C'est-à-dire que dans un couple, il y a 3 piliers, amitié, sentiment amoureux et sexualité. Donc il faut voir si Michel, entre Micheline, ils ont encore ces 3 piliers, et de voir Michel avec Joséphine, qu'est-ce qu'il a mis. Le but c'est quoi? Le but c'est pour voir s'il a mis son couple en danger. S'il a mis Michel a mis son couple Micheline en danger, c'est-à-dire s'ils vont se séparer ou pas. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine de voir l'histoire dans son ensemble. Pas seulement Micheline. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi Michel avec Joséphine, qu'est-ce qu'il a fait. Et puis, en fait, qu'est-ce qui va se passer? On peut dire que la Micheline, elle est malade. Elle est malade, elle a un cancer de cerveau. Le cancer, il est énorme. C'est une montgolfière. Et ce cancer-là, qui est sur sa tête, s'appelle Joséphine. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est que ce cancer qui est une montgolfière devienne une balle de foot, puis devienne une balle de tennis, de ping-pong, et puis une bille. C'est quand c'est devenu une bille, elle a la capacité de mettre sa main dans son cerveau, de jeter la bille vers Michel en disant « c'est ton problème, maintenant tu te débrouilles ». Alors, on arrive tout de suite à la deuxième phase, c'est le pardon. Alors, comment le pardon doit se passer? Le pardon, quand il voit qu'elle est prête à pardonner, c'est-à-dire que la bille, elle l'a jetée sur lui, le pardon, c'est Michel doit demander pardon à Michel pour tout le mal qu'il a fait. Alors le pardon arrive, dès que le pardon est là, c'est la 3e phase qui est ad vitam aeternam, c'est la confiance qui doit revenir des 2 côtés. Et si vous dites, la confiance est là, ouais, mais il n'y a pas eu de pardon. Donc, la confiance ne sert à rien si le pardon n'est pas là. Donc, il faut que le pardon soit là, pardonner, et puis que la confiance va revenir. Confiance, ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais aller coucher ailleurs, hein, mais confiance, ça dit que, en fait, il y a la fidélité. Où est-ce que vous passez la fidélité? C'est une valeur importante. Mais je pense qu'au-dessus de la fidélité, il faut placer la confiance. Et ce que font les gens, ils placent la fidélité tout à fait en haut, et c'est pour ça qu'ils sont déçus. Donc il faut déjà placer la confiance au-dessus de la fidélité. Et puis il y aura confiance et le couple va marcher. D'accord. On a des différentes phases. Alors, Emmanuel, vous avez entendu donc ce que vient de dire Yves Pslati. Qu'est-ce que vous avez envie de dire?
Est-ce que justement, vous avez pu vous débarrasser de la bille ou bien c'est encore un ballon de foot? Je pense que c'est encore un ballon de foot, en fait. Il me semble. Du coup, alors pour information, le pardon, je ne l'ai pas eu. J'ai eu juste la phrase je suis désolée de t'avoir fait de la peine, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Donc ça, c'est quelque chose qui fait que pardonner, c'est difficile quand on n'a pas le sentiment que la personne face à soi valide l'action qu'il a menée. Voilà. Et pour moi, je vais vous dire, excusez-moi Emmanuel, mais je vais vous dire les choses un peu durement, mais je crois que c'est important que vous l'entendiez et c'est important que tout le monde l'entende. D'une certaine manière, dans votre couple, il ne respecte pas tellement votre ressenti parce que c'est certes je peux entendre qu'il ne regrette pas, mais il pourrait au moins regretter vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre couple. Oui, et il ne le fait pas. En fait, mais ça, je m'en suis rendu compte très vite et je gagne en assurance parce que je ne suis pas une personne, très assurée personnellement. Et je me suis rendu compte avec cette histoire de couple qu'il fallait que je travaille sur cette histoire-là. Et au travers de ce travail, justement, je me suis rendu compte que c'est toujours lui qui impose les choses, au même titre que là, par exemple, le fait que cette femme soit... Vous continuez à la voir, par exemple. Voilà. Oui. J'ai eu beau lui dire, je n'en veux pas, lui m'a dit, de toute façon, je ne me séparerai pas d'elle. C'est pour ça que je trouve assez étrange la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, et je me dis, alors vous allez peut-être pouvoir me dire si je fais fausse route ou pas, que je suis encore dans une blessure d'abandon et que c'est donc pour cela que je suis accrochée au fait que j'ai besoin d'une sexualité avec lui, alors que lui, il a tout gagné de son côté puisqu'il a le beurre et l'argent du beurre, on va dire. Et donc du coup, si toutefois il continue une sexualité avec elle, bien évidemment, la sexualité avec moi, elle ne peut pas être satisfaisante. Elle va être faite éventuellement ponctuellement pour justifier de la non-séparation, mais cette sexualité justement que j'ai avec lui ne me convient pas non plus, parce que dans cette sexualité, en fait, je n'ai pas le sentiment d'un enveloppement, d'une envie, mais plutôt de quelque chose de... c'est un peu excusez-moi Emmanuel, mais c'est un peu la double peine. D'abord, vous n'avez pas vous avez très peu de sexualité parce qu'il n'a pas envie de vous faire l'amour, et deuxièmement, vous avez le doute permanent qu'il fait peut-être encore l'amour avec elle. Donc c'est une double peine. Moi, je crois, Emmanuel, que plutôt que d'essayer de comprendre ce qui se passe entre lui et elle, il faut revenir à vous. J'ai bien entendu que vous êtes un couple au long cours, que vous l'avez connu, vous aviez 17 ans. Je peux entendre tout à fait que vous n'avez pas envie de mettre fin à ce couple parce que c'est votre vie et c'est tout à fait respectable. Vous semblez quand même avoir une certaine lucidité, une certaine force quand même de caractère. Maintenant, il faut savoir où vous posez vos limites pour vous respecter. En fait, mes limites, je sais que je les dépasse avec lui. Parce que je n'ai pas envie de me séparer de lui, en tout cas pas maintenant. En tout cas, je suis pas prête à ça. Moralement, je n'envisage pas en fait, et je ne visualise pas une vie sans cet homme-là aujourd'hui. En tout cas, pour le moment, je fais un parcours. Alors, quand on parlait de thérapie tout à l'heure, moi j'ai démarré une thérapie très rapidement puisque j'étais hospitalisée suite à ça, donc je suis restée en hospitalisation pendant près de 2 mois. Et puis j'ai continué une thérapie, donc d'une part avec un psychiatre, et puis j'ai combiné le tout avec une psychologue, et ensuite ce fameux thérapeute de couple. Mais je vois bien qu'en fait tous les axes que j'entame avec mon mari pour essayer de remettre un peu le train sur les rails, on va dire. Il les accepte au début parce que c'est un peu contraint et forcé, on va dire, parce qu'il se sent coupable, donc il met le pied dedans. Mais effectivement, la thérapie de couple, les quelques séances qu'on a fait ensemble l'ont ramené à son enfance, l'ont ramené à des choses très douloureuses, et en même temps au fait qu'il met une barrière entre lui et moi parce qu'il ne veut pas montrer sa souffrance, et il ne veut pas que je l'aide, même quand il est dans cette souffrance, et que je pourrais lui apporter
apporter une aide. Donc en fait, je me rends Oui, mais il est assez loin de lui-même, mais c'est surtout. Moi, je pense qu'il a un problème de ce côté-là, en fait. Il n'est pas. Je pense que oui, il n'est pas adulte. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas la frustration que pourrait induire le fait de ne plus voir cette femme et de refaire repartir son couple. Il reste dans le principe du plaisir et il oublie le principe de réalité, pour parler franchement. Moi, je pense, Emmanuel, que dans votre cas, et après je redonne la parole à Yves, bien sûr, dans votre cas, c'est même pas une question de sexualité de couple, c'est une question de vous avec vous-même et de voir comment, dans une situation qui est particulièrement difficile, vous pouvez arriver à garder la tête hors de l'eau et arriver à supporter ce que vous êtes en train de subir. Enfin, je veux dire, on voit bien que c'est quelque chose vous êtes sans arrêt dans une situation paradoxale. Oui, non, mais c'est clair. C'est tout à fait ça. Petite question, une bête petite question, Emmanuel. Est-ce qu'il vous permet d'aller voir ailleurs? Alors il m'a dit textuellement, quand j'ai découvert voilà l'historique et puis qu'il voyait que j'étais dans un état lamentable avant que je sois hospitalisée, il m'a dit au pire aller, si tu veux me punir, prends quelqu'un d'autre et puis fais-le, comme ça au moins tu te seras vengé. Et moi ça a été une réponse sans réponse, parce qu'en fait j'ai trouvé ça tellement violent et en plus sachant que ça ne correspond absolument pas à ce que je suis. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Je sais pas dans ma... Non, mais là, c'était une manière de se déculpabiliser. C'est pas votre. C'est ça. Il pense à lui quand il dit ça, mais il a pensé à lui quand il a dit ça, à mon avis, mais pas à moi. C'est-à-dire que comme il n'arrivait pas à gérer cette souffrance qu'il avait face à lui et qu'il a provoquée, en fait, c'était me jeter dans une autre situation pour que, en fait, lui, ça le déculpabilise. Moi, c'est le sentiment que ça m'a donné, en tout cas. Oui, bien sûr, bien sûr. Écoutez, moi, le premier conseil que je vous donne, c'est d'avancer, vous, face à vous-même, et surtout d'arrêter de mendier de la sexualité. Ne soyez pas dans un... je ne demande pas, hein. Je suis uniquement, c'est-à-dire que quand je ne lui demande pas, comme il avait ce problème-là, qu'il a mis ça sur le dos de, j'ai quand même 61 ans, donc maintenant 63, donc je peux pas autant qu'avant, etc. Moi, je lui disais, mais de toute façon, c'est normal et il n'y a pas de souci. On peut aller voir un médecin pour t'aider le cas échéant, mais je suis pas là pour avoir une relation sexuelle tous les jours, 2 fois par jour ou même 1 fois par semaine. Mais donc il a aucune obligation et il a aucune pression de ma part à ce sujet-là. Jamais. En fait, votre thérapie de couple, il fallait le faire aussi en sexologie en même temps. Donc, et sexuelle, une thérapie sexuelle. Donc, ici, on vous entend. Évidemment, il faut aussi voir, lui, qu'est-ce qu'il va dire, pourquoi il s'est permis. Parce que n'oubliez pas, il y a plusieurs formes d'infidélité. Hein. Infidélité, ça veut dire quoi? C'est un coup de canif au contrat. Le contrat, soit il est écrit, soit il est tacite. Donc, on pense que l'infidélité, c'est juste aller baiser quelqu'un ailleurs. Absolument pas. Hein. Donc, infidélité, coup de canif au contrat, ne pas baiser, c'est un coup d'infidélité. Donc, il vous est infidèle en plus doublement parce qu'il ne fait pas l'amour. Parce qu'il n'a jamais été écrit qu'à partir d'un certain temps, je ne vais pas faire l'amour. Donc, c'est tacite. Donc, par exemple, quand on a des enfants qui sont jeunes, s'occuper que des enfants et ne pas faire l'amour avec l'autre, infidélité. Rentrer tous les soirs à 11h du soir, à minuit, ne pas s'occuper de son compagnon, compagne, infidélité. Parce que le jour où on a signé, moi, je ne savais pas que tu n'allais plus revenir avant 11h du soir. OK? Et puis, l'alcoolisme, et puis les drogues, et puis les addictions, infidélité. Quand on a signé notre contrat, moi, je ne savais pas que tu allais devenir alcoolique. En gros, c'est tout ce qui est du tiers, hein, c'est-à-dire tout ce qui est hors du couple est considéré par vous, Yves Pslatic, comme de l'infidélité. Comme une infidélité. C'est pour ça que je dois l'entendre aussi, lui, donc de voir pourquoi il s'est permis. Est-ce que dans sa tête, est-ce que Emmanuel aussi a été infidèle? Bon, en tout cas, Emmanuel, merci de votre confiance. Moi, je vous souhaite bon courage parce que vous traversez quelque chose qui n'est pas facile et je crois qu'on est tous de tout cœur avec vous. Donc, bon courage, Emmanuel. Et excellente émission surtout, et surtout ne changez rien. Je vous écoute régulièrement. Vous m'avez apporté beaucoup de choses justement dans cette période délicate que j'ai depuis quelques années et beaucoup de réconfort et de douceur et bravo à tous ces médecins qui participent
participe à cette émission et qui nous donne des clés pour avancer. Voilà. Ben, écoutez, on reste avec vous, Emmanuel. Merci beaucoup. On fait une petite pause, Yves Pslati, et dans un instant, on va retrouver Katrina également, qui va nous évoquer sa santé sexuelle. À tout de suite. Et Sud Radio. C'est Yves Pslati qui est avec nous, sexothérapeute. Alors justement, on parlait de également la santé sexuelle chez les célibataires, et c'est parfait puisque Katrina nous appelle. Vous êtes actuellement célibataire. Bonjour. Tout à fait. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Oui, tout à fait. Pas de bon cœur, mais je le suis. Oui, ça arrive. Non, mais comme je dis souvent, c'est vrai, comme le dit la phrase, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc voilà, la précédente relation, j'ai fini par y mettre fin et voilà. Donc, et il vaut mieux être seul qu'avec un mauvais amant, hein. Je suis d'accord. Voilà, aussi. Je n'aurais pas voulu le dire. Non, mais tout à fait. Oui, donc voilà, donc je suis seule et c'est vrai que j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Mais bon, disons que comment expliquer disons que l'éducation, je sais que j'avais eu quelques conseils de votre part il y a un petit moment de ça. À propos, parce que c'est vrai que quand un homme me regarde, je baisse les yeux. J'ose pas, ça me trouble, je suis pas bien du tout et je sais pas faire. Par contre, quand je suis dans un club libertin, là par contre le problème ne se pose pas. D'accord. Donc actuellement vous avez quand même une sexualité en club libertin. Voilà, oui, voilà, tout à fait. Donc visiblement vous n'avez pas de problème en ce qui concerne la sexualité, mais c'est plus dans la relation à l'autre, il me semble. Voilà, c'est ça. Dans l'affect, aussitôt qu'il y a de l'affect, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment beaucoup de mal. Je sais pas. Je bloque. Yves Voilà. Yves, je vous laisse poser peut-être des questions à Katrina. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? C'est quoi le problème? Vous avez peur d'aimer ou bien vous avez peur d'être aimé? Peur d'aimer, je pense pas, parce que je suis capable de vraiment donner beaucoup. Alors, les partenaires que j'ai eus, mari et autres, ne m'ont jamais aimé. Alors, attendez, excusez-moi, hein, mais je rebondis, Katrina. Oui. Aimer, c'est pas être capable de beaucoup donner, hein. Disons, de m'investir dans la relation. Aimer, non, mais excusez-moi, Katrina, je vais vous dire autre chose qui va peut-être vous parler. Aimer, c'est prendre le risque de souffrir. Oui, non, mais ça me. La dernière relation qui a duré 5 ans, je le connaissais pas, je suis tombée amoureuse très très rapidement. En plus, il avait une autre partenaire à ce moment-là. J'ai tout fait pour le ramener vers moi. Non, je l'aimais profondément. Non, je suis capable de donner de l'amour. Est-ce que vous aimez la personne la plus importante pour vous? On dit que c'est soi-même, mais je suis très avec. Le bonheur des autres pour moi est très important. C'est vrai que si par exemple je suis avec quelqu'un qui a très faim et moi, je m'en moque un petit peu, je suis capable de lui donner mon beefsteak, c'est pas un problème pour moi. N'est-ce pas? Voilà, ça me coûte pas. Et donc, quand un homme vous regarde, qui pourrait vous désirer, vous aimer, comme vous considérez que vous ne le méritez pas, d'une certaine manière, presque inconsciemment, vous baissez les yeux pour pas qu'il vous regarde. Ouais. Parce que vous ne valez pas la peine dans votre tête. Hein. Mais disons que j'ai quand même vu un psy dernièrement qui m'a dit que la dernière relation, j'y avais laissé beaucoup de ma féminité au travers de ce que je lui ai expliqué, de ce qui s'est passé. Celui-là m'a beaucoup abîmé. Les deux autres ne m'avaient pas arrangé. Excusez-moi, je vais être un petit peu violente, peut-être même vulgaire pour certains. Oui. Mais est-ce que d'aller vous faire baiser, ça vous donne plus de valeur ou ça vous dévalorise? Alors, c'est ni l'un ni l'autre, c'est mon corps qui demande. Oui, d'accord, votre corps. Mais qu'est-ce que votre tête, elle en pense? Votre corps demande, ok, vous allez satisfaire une pulsion, ok, j'entends bien, et très bien d'ailleurs, hein, on n'a pas à juger, vous satisfaisez une pulsion, vous faites de mal à personne, vous avez bien raison. Et qu'est-ce que vous ressentez après?
Je dirais qu'après, vous sentez, non, mais je parle pas de votre corps là. Je vous dis, qu'est-ce que vous ressentez après? Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vous avez l'impression d'être une femme plus désirable, ou au contraire, vous avez l'impression d'avoir été un objet sexuel pour les autres? Alors, c'est important ça. Les premières fois où j'y suis allée, comme mon mari ne me regardait absolument pas, ça a été magique. J'avais une patate, une pêche. La personne m'avait dit quelques compliments bien placés, voilà. Et ça m'avait fait un bien fou. Là, aujourd'hui, j'ai pas j'ai du mal à répondre à votre question parce que je disais pour que mon corps me foute la paix. Je voudrais dominer mon corps. Je voudrais qu'il me laisse tranquille, mais il me laisse pas tranquille. Donc, je lui donne ce qu'il veut. Mais il a raison, hein. Voilà, mais je me sens pas plus féminine, moins féminine, attirante, pas attirante, parce que je sais que les hommes qui sont là, ils sont comme moi, voilà. Donc on a un peu l'impression que vous avez du mal à relier le corps et le cœur, quelque part. Katrina, c'est le moment de jouer, donc on va faire on va jouer ensemble, et puis ensuite on vous retrouvera pour essayer de mieux comprendre pourquoi ça se relie pas comme ça, le corps et le cœur. Bon, en tout cas, c'est le moment de jouer avec notre grand sapin de Noël qui est sur Sud Radio, et puis vous avez la possibilité peut-être de gagner un cadeau, d'ouvrir votre cadeau en direct sur Sud Radio. Peut-être que vous allez gagner des enceintes connectées ou un casque Bluetooth, ou pourquoi pas une tablette tactile. Tout ça, c'est offert par Sud Radio et notre partenaire, la Confédération des buralistes. Et puis bien sûr, il y a toujours de très nombreux cadeaux qui se trouvent au pied du grand sapin de Noël. Pour gagner, vous appelez le 0826 300 300, ce sera le 9e appel qui gagnera. Et nous, on se retrouve dans un instant, toujours avec Katrina. C'est intéressant le témoignage de Katrina aussi. Le corps exulte, mais le cœur est un peu fermé. Eh bien, on retrouve Katrina. Alors, Yves Slati, il n'y a pas de doute. Le corps, en tout cas de Katrina, il est sexophile. Ça, il n'y a pas de doute. Encore que, faudrait-il savoir si la jouissance est toujours au rendez-vous. Mais le cœur, lui, a peut-être un peu plus de mal. Yves Slati, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Katrina, ou quelle question vous avez envie de poser? On a parlé de ce que c'est la santé sexuelle. Il y avait 7 items dans la santé sexuelle. Ici, il y a un problème sur le 6e item. C'est-à-dire que la prochaine fois, Katrina, quand vous prenez rendez-vous avec un psy, vous avez le psy en face de vous ou bien sa secrétaire, vous devez poser une question avant de prendre le rendez-vous. Vous devez demander au psy s'il a des outils pour l'estime de soi et la confiance en soi. Ce qu'il vous faut, c'est un psy qui a des outils qui va vous aider à retrouver l'estime de soi et la confiance en soi. Ça peut aller très vite, Donc, ils ont des outils très, très intéressants. Mais il faut vraiment demander au psy, j'ai envie de travailler. Donc, il faut cadrer le psy. Il faut dire, j'ai envie de travailler ça et c'est ça qui va m'aider. En faisant ça, vous allez aussi travailler votre image corporelle et il n'y aura pas de problème. Donc, en fait, vous avez été blessé. Je n'en sais rien pourquoi. Donc, on ne va pas faire de la psy à deux balles ici, de la psychologie à deux balles ici. Vous avez été, mais vous devez travailler ça avec un spécialiste qui a des outils. Voilà ce que je peux vous conseiller, avant de travailler la sexualité. D'accord. Non, parce que l'estime, je sais d'où ça vient, cette histoire. Je sais d'où ça vient. C'est que j'ai eu un premier mari très violent, et... Vous êtes là ? Oui, bien sûr qu'on est là, Katrina. Je vous attendais plus. Oui, j'ai eu un mari qui était violent, très violent, et donc qui était très demandeur, puisque c'était matin, soir, éventuellement la nuit, et si c'était le week-end, on mettait l'après-midi. Et donc, il a très vite fallu que je comprenne qu'il ne fallait surtout pas que je lui dise non. Non mais Katrina... Donc j'ai fait une séparation entre le haut du corps, la tête... J'ai bien entendu. Oui, voilà. Oui, j'ai bien entendu. Mais si vous voulez, le problème que vous avez, me semble-t-il, c'est que cette séparation-là, bon, de toute façon, on a bien entendu qu'elle était toujours là, mais c'est que vous n'avez pas réellement, pour l'instant, élaboré au niveau du cœur ce que ça a provoqué chez vous, cette relation. Et certainement qu'en amont, il y avait déjà, de toute façon, une mauvaise estime de vous-même. Parce que sinon, on n'accepte pas de rester
rester avec un homme comme ça qui nous maltraite. Vous comprenez? Et c'est ça qu'il faut ressentir. C'est qu'est-ce que ça a provoqué en vous? Quelle est la blessure, la profondeur de la blessure? Et en effet, je suis d'accord avec Yves Pslati, ça se répare. Mais pour ça, il faut avoir la bonne personne qui va vous réparer et pas qui vous dit vous êtes blessé, vous avez peur de souffrir. Et puis c'est pour ça que vous voyez ce que je crois encore une fois, puisque vous êtes visiblement bien dans votre corps, encore qu'on peut craindre aussi que ce besoin de sexe soit une manière de banaliser la sexualité et donc de nier finalement la blessure que que ça a provoqué. Bon, mais c'est important de voir qu'est-ce que ça a provoqué en tant qu'émotion. Vous voyez? C'est ça qui compte. Intellectualiser nos blessures, c'est un premier pas, et évidemment qu'il est important ce premier pas. Mais après, il faut ressentir où ça blesse, pourquoi ça blesse, et accepter d'être blessé pour pouvoir cicatriser. Tant qu'on n'a pas compris ce que ça blesse, on peut pas cicatriser. Vous êtes d'accord avec ça, Yves Pslati, j'imagine, hein? Tout à fait, oui. C'est du ressenti là qu'il faut aller chercher. Parce que moi, vous parlez très bien, hein, vous parlez très très clairement. Vous êtes tout à fait consciente de ce que vous avez vécu, etc. Mais vous ne savez pas ce qui fait mal parce que ça fait très mal et que aller chercher ce qui fait mal, c'est compliqué parce que ça refait mal. Vous avez quel âge? 72 ans. Ah ben il est temps, hein. Allez, attelez-vous à cette tâche-là, ça vaut la peine. Il n'est jamais trop tard, hein. Oui, non, j'espère, hein, je garde. Et alors, non, mais il n'est jamais trop tard. Et surtout, et je vais vous dire une parole très importante qu'il faut que vous vous entendiez, que vous vous répétiez tous les soirs avant de vous endormir. Et surtout, vous avez un corps à qui vous pouvez faire confiance. Il est fort, votre corps. Donc, quoi qu'il arrive, vous arriverez à surmonter les blessures parce que vous avez un allié qui est votre corps. D'accord ? Quand vous aurez confiance en votre corps, à l'homme que vous aimez, vous pourrez offrir votre corps en disant « c'est mon corps, je te le donne ». Et vous prenez aussi son corps. C'est ça, un couple qui s'entend bien, épanoui sexuellement, c'est la capacité de pouvoir offrir son corps à l'autre. Ne pas dire « mon corps m'appartient », certes, il vous appartient. Mais dans un couple heureux, c'est pas suffisant que votre corps vous appartienne. C'est la capacité d'offrir. Mais pour pouvoir offrir, il faut se sentir en sécurité, avoir confiance. Mais pour être en sécurité et avoir confiance, il faut faire d'abord son travail chez soi-même, dans l'estime, confiance en vous-même pour pouvoir faire confiance à l'autre. Allez. Merci infiniment. Je vous en prie, c'est nous. Merci de votre confiance. Alors, on continue avec Nathalie dans un instant, mais je crois qu'on a notre gagnant. Il est à Aurillac et c'est un homme et il s'appelle Christian. Bonjour Christian. Oui, bonjour Brigitte. Merci d'avoir joué avec nous. Eh bien, bravo, c'est vous qui gagnez. Merci. Alors, on va l'ouvrir, ce cadeau qui se trouve au pied du sapin de Sud Radio. Alors, derrière ce chiffre 9, puisque vous êtes le 9e appel, eh bien, c'est le Playmobil Astérix, la maison des Gaulois, avec 110 pièces à bâtir en famille à partir de 5 ans. Hein. Si on a moins de 5 ans, on n'a pas le droit de construire cette maison des Gaulois. Et c'est offert évidemment par Sud Radio et par notre partenaire Jouet Club. Voilà ce que vous avez gagné. Mais merci beaucoup Brigitte, merci beaucoup. Eh bien, je vous en prie, c'est un plaisir de vous offrir tout ça. Et bien sûr, jusqu'au 25 décembre sur Sud Radio, on joue dans toutes les émissions, donc restez bien à l'écoute avec nous et peut-être que vous serez vous aussi un heureux gagnant. Merci beaucoup Christian. Alors, on continue avec Nathalie qui nous a rejoint. Nathalie, vous êtes libertine, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Bonjour. Bon, alors... Bonne santé sexuelle, on imagine, non? Je sais pas. Oh, j'espère. Oui, je fais tout pour en tous les cas. Ouais. Oui. J'ai un corps j'ai un épanouissement sexuel qui est passé par différentes phases. Et là, je trouve que je suis dans une phase qui me convient bien. C'est-à-dire? Vous avez quel âge? Alors, j'ai 54 ans, Yves. Ah, le bon âge, ça. C'est bien. Oui, c'est gentil, merci. Oui, alors, comment dire, j'ai eu une sexualité assez présente très tôt. Je l'ai découverte dans ma
je pense très tôt parce que c'est sur les coups de 11 ans. Alors je ne sais pas si la découverte c'est vraiment tôt pour 11 ans ou pas assez, mais je l'ai découverte effectivement à travers les livres qu'avait mon père à ce moment-là, qui étaient des bandes dessinées. Donc ça date d'il y a un moment. Donc la sexualité a toujours été pour moi quelque chose de très mystérieux, de magique. Vous êtes masturbé très jeune, j'imagine. Oui, exactement. Bon, alors pas frénétiquement, hein, mais j'imagine que j'ai dû le faire quand même assez souvent. Ensuite, j'ai été mariée avec un homme où la sexualité, c'était, on va dire, c'était l'acte. C'était l'acte qu'on faisait, point. On n'a pas pris. Alors, on s'est connus jeunes aussi, donc on n'a pas pris le temps de se découvrir et de découvrir ensemble la sexualité. Puisqu'il y a effectivement 30 ans, c'était pas la même porte ouverte que de nos jours. Donc c'est vrai que beaucoup de frustration, une sexualité complètement endormie, mais mon cerveau me disait que non, quoi, ça devait pas s'arrêter qu'à ça, mais la vie a fait que ça s'est arrêté à ça. Puis après, j'ai eu un autre compagnon où là, j'ai eu une liberté sexuelle qui a été beaucoup plus ouverte, où on a expérimenté. À quel âge cet autre compagnon? Oh, cet autre compagnon, j'avais 35 ans à peu près. J'étais sûre. C'est toujours c'est l'âge, hein, souvent, où les femmes découvrent leur sexualité. C'est drôle. Disons que je suis tombée sur le compagnon qu'il fallait à ce moment-là, je pense, pour... Comme par hasard, oui. Oui. Ou alors les événements de la vie ont fait que voilà, à ce moment-là, je me suis un petit peu plus épanouie. J'ai pu expérimenter plusieurs choses, mais il est vrai que très vite je me suis ennuyée avec ce compagnon-là. Je lui en ai parlé. Je lui ai dit que je m'ennuyais, pas forcément de lui, mais que je m'ennuyais, qu'il me manquait quelque chose. Et donc, tranquillement, nous nous sommes retournés vers le libertinage, mais bien après 10 ans de relation, hein, pas tout de suite. Hein. Donc, effectivement, dans ce libertinage que j'ai découvert, là, j'ai découvert autre chose, quoi. J'ai découvert, en fait, ce qu'il fallait à mon corps et ce qu'il me fallait. C'est-à-dire de pouvoir plaire, qu'on pouvait aussi me séduire, de pouvoir vivre pleinement plein de choses et aussi être un petit peu égoïste dans le plaisir et penser qu'à moi aussi. Oui, et de trouver des objets sexuels. Mais bien entendu. Des hommes bien entendu. Qui sont en quelque sorte des objets sexuels. Quand je dis ça, c'est pas méchant. Hein. C'est vrai que en club libertin, il y a souvent des hommes qui sont capables de maintenir une érection, de connaître bien le corps de la femme et de lui donner son plaisir. Et d'autres non, hélas. Mais bon. Oui, bien sûr, non mais voilà, ça fait partie de l'expérience du libertinage. Bon, après il y a eu des phases montantes, des phases descendantes, des phases où j'avais très envie, des phases où j'avais pas envie, des phases où j'avais envie de plaire, des phases où j'avais pas envie de plaire. Donc voilà. Après, je pense qu'on est aussi au gré de nos hormones, de notre corps, de notre cerveau aussi, de ce qu'il a envie, de ce qu'il a pas envie. Donc il faut effectivement vraiment écouter son corps, vraiment écouter ses envies. Effectivement, dissocier le corps, l'esprit, c'est toujours un petit peu compliqué. Le lien qu'on peut avoir avec la personne aussi, ça peut être compliqué. Donc, on se rend bien compte que le couple, déjà en lui-même, ce n'est pas quelque chose de simple, mais la sexualité non plus. Et les deux ensemble, ça peut des fois aussi faire des choses encore plus complexes. Pour que chacun puisse s'y trouver. Yves Slati, je vous en prie, allez-y. Qu'est-ce que vous diriez à Nathalie ? D'abord, lui poser une question, est-ce qu'elle est ménopausée ou pas? Alors, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué à savoir, vu que je n'ai plus... j'ai subi une hysterectomie il y a quelques années, donc là, on ne sait pas trop, on me dit oui, on me dit non. Mais bon, je pense que je suis effectivement dans cette phase de ménopause également. Et dans l'hystérectomie, qu'est-ce qu'ils ont enlevé, en fait? Ils ont enlevé le col utérin? Juste l'utérus. Ils ont laissé le col utérin? Non, ils ont tout enlevé. Ils ont enlevé le col utérin aussi. Oui. Je n'ai gardé que les ovaires. Est-ce que vous aviez des orgasmes profonds, des orgasmes vaginaux avant? Oui, tout à fait. Hein, mais effectivement, Et maintenant qu'on vous a enlevé le col utérin, est-ce que vous avez encore des orgasmes profonds? Ah bah alors, qu'est-ce que vous appelez des organes profonds? Orgasme vaginal, mais pas au niveau, qui ne se situe pas au niveau du point G, mais beaucoup plus profondément. Ah oui, tout à fait. Bon, même après l'hystérectomie, quand on a enlevé le col, vous avez maintenu ça? Oui. Ok. Alors ma question, c'est depuis que vous êtes plus ou moins ménopausée,
Oui. Est-ce que votre sexualité a changé? Est-ce que votre sexualité, la qualité de votre sexualité, est-ce qu'elle a diminué? Alors, complètement. Ça a complètement changé dans le sens où, alors déjà, le désir est différent. Ou alors c'est peut-être aussi en prenant l'âge, je n'en sais rien. Je pense que c'est peut-être un combi de tout ça. C'est que effectivement maintenant je recherche une qualité différente. Je lubrifie quasiment plus du tout de la même façon. Je suis plus du tout réactive aux mêmes choses qu'il y a quelques années. Et du coup je me découvre donc d'une autre façon dans la sexualité, dans la sensualité, dans la séduction, dans voilà ce genre d'artifice que je n'utilisais pas forcément avant. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous avez su vous adapter. Bravo. Ah mais complètement, oui. Non mais à un moment donné, je crois effectivement que quand on s'écoute, bon, alors, il faudra des barrières, je pense, il faut des barrières sur certaines choses, mais je pense que quand on s'écoute, quand on sait ce que notre corps veut et qu'on peut le nourrir et qu'on peut le rassasier et puis en même temps en tirer un profit immense, enfin je vois pas pourquoi il faudrait ne pas le faire. Alors, pour ça, il faut être sexophile. C'était votre cas, vous étiez déjà sexophile. Parce que les sexophobes sont incapables de faire ça. Donc d'abord, première chose, il faut être sexophile. Deuxième, il faut avoir de l'intelligence sexuelle. Intelligence sexuelle, ça veut dire comment je fonctionne, tout ça, et qu'est-ce que je peux mettre en place pour bien fonctionner, vu l'âge avançant. Apparemment, vous avez ça aussi. Ben, c'est pour ça que vous vous éclatez. Donc c'est le message que vous devez passer. Le message que vous devez passer autour de vous, c'est ça. Pourquoi j'ai maintenu une certaine sexualité? Parce que je me suis adapté. J'ai adapté mon corps de manière plus simple. C'est pas donc j'ai adapté mon corps à la sexualité et la sexualité je l'ai adaptée à mon corps. C'est pour ça que vous vous éclatez en sexualité. Ah ben écoutez, oui, mais j'en suis très satisfaite et je trouve que du coup on y met plus de qualité, on y met beaucoup plus de nous-mêmes et ce qui fait que notre partenaire forcément le ressent davantage aussi. C'est un cercle vertueux dans le sens que tout fonctionne bien et moi je pense que vous en avez encore jusqu'au bout, jusqu'à la mort, vous saurez vous adapter dans votre sexualité parce que on voit bien votre parcours. Mais comme dit très justement Yves Opslati, vous étiez sexophile. Très jeune. Oui, tout à fait. Et puis je pense aussi que le sexe, ce n'est pas juste, si vous voulez, quelque chose ce n'est pas juste un organe reproducteur. Je pense qu'il faut s'en servir aussi d'une autre façon. Il donne du plaisir et il faut se servir de ce plaisir qu'il peut nous offrir. C'est ça la santé sexuelle. C'est ça la santé sexuelle. Donc, c'est ça. Vous le saviez, mais en plus vous avez l'intelligence sexuelle, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir y arriver. Bravo. Vous n'avez pas baissé les bras même suite à votre cancer, quoi. Non, absolument pas, parce que sinon c'est la mort à petit feu et je trouve que déjà la vie est assez compliquée, c'est assez difficile et si on devait s'enlever cette partie de nous en fait, de ce qu'on est réellement et du besoin qu'on a, autant se tirer une balle de suite parce que c'est pas comme ça qu'il faut continuer sa vie. Bon, on lui donne une médaille, Yves Opslati à Nathalie. Ah, c'est gentil. et j'espère que beaucoup de personnes l'ont écouté, entendu et comprennent ce qu'elle veut dire. Je vous remercie beaucoup. Merci pour le message, très positif. Merci beaucoup, ça fait du bien. Allez, une petite pause, Yves Opslati, et on va conclure cette émission sur la santé sexuelle. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Yves Opslati, nous évoquons la santé sexuelle. Je rappelle votre site sur lequel on peut mieux comprendre de quoi on parle quand on parle de santé sexuelle, afpss.eu. C'est bien ça. Je pense c'est ça, oui. Ça y est, je l'ai retenu pour de bon. Alors, c'est intéressant le témoignage que va vous offrir Benjamin et je l'en remercie parce qu'en fait, il est avec son ami, il l'aime. Mais il éprouve moins de désir. C'est bien ça, Benjamin, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Et pour répondre à votre question, oui, effectivement, ça fait plusieurs années maintenant que je suis avec ma copine. Et je sais pas pourquoi, oui, par moments, ça arrive que le désir s'estompe un petit peu. J'avoue ne pas comprendre pourquoi. Pourtant, je l'aime, de tout mon cœur. Mais voilà, parfois, ça, je sais pas. Ça redescend pas jusqu'en bas. Voilà, exactement. Alors pourtant je la trouve magnifique, elle est très très belle, vraiment
Mais je sais pas. Par moment, ça veut pas. Il faudrait qu'il y ait d'autres hommes de temps en temps qui la désirent et qui la courtisent. Peut-être que ça relancerait votre désir. Non, c'est pas une question de jalousie. Non, pas du tout. C'est Non, vraiment. je parlais pas de jalousie. Je parlais de l'aphrodisiaque, des fameux désirs mimétiques. Et Yves Spletti, alors. La première chose auquel je peux penser, c'est est-ce que le couple va bien? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de tension dans le couple? Vous savez, il y a des hommes qui me disent « Ma femme était tellement belle, elle était magnifique, elle était tout ça, mais quand il y a des conflits, on ne la voit pas qu'elle est belle, on ne la voit pas qu'elle est désirable, on ne la voit pas du tout qu'elle est sexy. » Est-ce qu'il y a un problème au niveau du couple? Est-ce qu'il y a des tensions dans le couple pour ne pas la désirer? Ça, c'est ma première question. Alors non, zéro tension, on s'entend très très bien, on s'engueule très rarement. Non, à ce niveau-là, tout va bien. C'est d'autant plus frustrant, justement. Ok. Alors la deuxième question, c'est moi qui pose la question. Alors, quelle est votre explication à vous? Je ne sais pas. Honnêtement, ça m'était jamais arrivé et franchement, j'ai pas d'explication. Je sais pas. Parce que si vous étiez un patient à moi et que vous me sortiez un truc comme ça, j'allais vous dire, bon, on se donne 2 semaines. 2 semaines après, vous revenez et vous me donnez l'explication. Vous réfléchissez et vous me donnez qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous ne la désirez pas. Moi, je peux vous donner 1001 raisons. Hein. Mais c'est vous qui devez faire le travail, aller rechercher qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je ne la désire pas. Alors, est-ce que ça par la c'est... suite, Pardon, mais Yves, allez-y. Par la suite, si vous voulez la désirer, là, il y a un outil pour pouvoir la désirer. Là, je peux vous donner un outil si ça vous intéresse. Pourquoi pas. Je veux bien. Est-ce que vous vous masturbez? Ça m'arrive. Il faut un peu plus que ça arrive. Hein? Donc, puisque vous ne faites pas l'amour, il faut pas. Donc, est-ce que. Ou bien il y a quelqu'un en parallèle. C'est pour ça que vous n'avez pas le temps de la désirer elle-même. Je sais pas. Franchement, honnêtement, je saurais pas dire. Est-ce que ça vous arrive de désirer quelqu'un d'autre? Non. Évidemment, je peux trouver d'autres femmes très très belles, évidemment, mais de là à avoir du désir pour quelqu'un d'autre, non plus, non. Alors, je vais vous donner le truc. Hein. Quand vous vous masturbez, essayez de vous masturber un peu plus régulièrement, pas de temps en temps. Dans votre fantasme, vous mettez madame. Ah oui, donc, mais ça, avant de le mettre dans le lit, il faut le mettre dans la tête. Avant de le mettre dans le lit, il faut le mettre dans la tête. Ok? D'accord. Alors, plusieurs fois. Mais moi, je voudrais quand même dire à Benjamin et le dire à tous les hommes qui nous écoutent. Hein, j'entends de plus en plus les hommes qui sont en panne de désir. Je pense que c'est très bien que les femmes prennent un petit peu plus leur place dans la relation sexuelle du couple. Mais attention, parce que si l'homme se sent un petit peu trop agressif par rapport à madame, ça peut tuer son désir. Voilà. Quand je dis agressif, c'est pas du tout violent. Hein. Je dis bien cette sorte de poussée libidinale qui donne envie de prendre la compagne et de la prendre comme la prendrait un homme qui a envie de lui faire l'amour. Et peut-être, Benjamin, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre histoire. Est-ce que ça vous parle, ça ? Pas vraiment, je vous avoue. Non, j'ai pas poussé en tout cas ma réflexion jusqu'ici, non. Est-ce que vous avez l'impression quand vous faites l'amour que vous êtes un petit peu retenu pour pas justement laisser votre agressivité pulsionnelle prendre le dessus? Ah non, ça, non, pour le coup, non, je me suis jamais retenu pour quoi que ce soit. Ça a toujours été très naturel. Bon. Et en fait, on parle beaucoup. Donc, si jamais il y a eu quelque chose qui la dérangeait, elle me l'aurait dit. Si jamais il y a eu des limites franchies, on en aurait parlé. Ben alors peut-être que tout simplement votre couple est devenu un couple d'amis et peut-être pas assez d'amants. Donc je suis d'accord avec Yves. Hein, il faut réentretenir le désir, la sexualité. Il faut pratiquer. Voilà. On va conclure Yves Pslati en disant à tous ceux qui nous écoutent que c'est important la santé sexuelle et que c'est un des éléments qui nous permet aussi d'être bien dans sa vie. Merci beaucoup Yves Pslati. On peut vous retrouver bien sûr sur ce site afpss.eu. Tout de suite on retrouve C'est votre avenir et demain on sera avec Jean-Charles Bouchou. Bah tiens justement on va parler de la sexualité. Qui est le dominant, qui est le dominé? On en parlera ensemble.